C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. Et c'est quoi alors? On pose la question. C'est quoi ce que vous À faites? ces réunions-là, Non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Vous avez besoin d'éclairage sur le compte là, du ministère de la Justice. Je vous avais dit que j'ai eu plusieurs réunions avec Adler Kissoula. Monsieur Adler Kissoula. Vous avez besoin d'éclairage, qu'il vienne ici et que des révélations graves soient faites par devers votre haute cour. Merci. Et puis la Cour devait aussi continuer l'instruction, poursuivre l'instruction de la cause. Nous allons vérifier dans la salle si il y a des témoins experts de la Cour. Dans l'entretien, nous allons demander au public qui est debout, qui a de la place. Veuillez retrouver une place pour vous asseoir. On va aussi dire un petit mot à l'intention des avocats qui assistent M. Constant Moutamba. Juste pour vous rappeler les termes de votre prestation de serment. Veuillez y passer.
qu'à cela ne tienne, nous allons vérifier au regard de l'affaire contenant des situations à témoin. S'il y en a qui sont dans la salle. Le professeur Kito Imaya, il est dans la salle. Le professeur Kito, vous pouvez avancer. Nous avons le gérant ou responsable de la société Zion Construction. Zion Construction, le gérant. Monsieur, c'est qui êtes-vous? Elle est à Kinshasa. La société est gérée par combien de personnes? Et puis, Madame Marie-Paul Moukadi Timoni. Madame Marie-Paul Moukadi Timoni. Monsieur Alinguet Jules. Monsieur Alinguet Jules. Vous vous retirez. Monsieur Georges Koshi Timeya. Monsieur Georges Koshi Timeya. Vous, quand on vous appelle, dites que vous êtes là. Faites un signe, pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a quelqu'un. Ça va? Monsieur Georges, secrétaire général aux ITP. Monsieur le Premier Président, je m'adresse à vous, je m'adresse à vous. C'est toujours important. S'il vous plaît, il ne faut pas voir la cour de ma personne. Oui, mais je vous parle La en tant cour, que président. non, c'est moi qui ai la parole. On ne se dispute pas. Je vous fais observer que la cour, ce n'est pas ma personne. La cour, c'est tout le monde. Si moi je suis pris par quelque chose, il y a plusieurs oreilles qui vous suivent. Surtout que ce que vous dites, c'est acté là-bas. Ça va? Très bien, Monsieur le Premier Président, mais je vous demanderai l'attention de la Cour, y compris votre attention, s'il vous plaît. Allez-y. Impeccable. Je disais ceci. Je crois que c'est l'article 14 de notre loi organique qui organise le cercle. Pas dans le sens d'une soumission, dans le sens
de collaboration pour amener la bonne administration de la justice. Nous avons ces textes en nous, en tant qu'auxiliaires de justice. Monsieur le Premier Président, on ne peut pas vous rappeler cela parce qu'on prétend serment devant vous. C'est pour collaborer avec vous. Nous voulons tout simplement vous rappeler une chose. La partie prévenue a fait citer des témoins. Des témoins que nous estimons être des personnes indispensables pour votre religion. Comment aujourd'hui la Cour peut nous dire qu'elle a procédé à travers le greffe, pas la Cour, à travers le greffe, à certains témoins, certains autres non. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le représentant de l'organe de la loi, nous donnons les noms des personnes à comparaître. Mais nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui sont venus, des experts. Les experts viennent de qui? De où? Ce n'est pas un bras de fer, c'est plutôt cette chute judiciaire pour que nous puissions arriver. Nous disons, nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes qui ne sont pas. Qui ne sont pas. Qui lui est parti prévenu, insister pour une remise à une semaine. C'est la Cour qui a décidé d'elle-même que nous puissions renvoyer la Cour. La Cour ne savait pas que le vendredi était férié, le samedi était férié, le lundi on n'avait que 2 jours, 2 heures, 3 heures. On savait cela. Nous, on ne peut pas nous opposer, nous, le fait que non, le vendredi, samedi, dimanche, lundi soient des jours fériés. C'est pour une bonne administration de la justice, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On n'a pas à recevoir des leçons des avocats. Retenez-le. Nous ne donnons On n'a pas pas de à leçons. recevoir des leçons des avocats. Nous sommes dit clairement que les services continuent à travailler. Les services continuent à travailler. Et puis vous posez la question si les experts sont appelés par la Cour. Il ne vous revient pas à vous de nous empêcher d'appeler les experts. Nous disons, écoutez, allons calmement, de manière posée. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. S'il y a des témoins qui comparaissent aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'ils comparaissent? Ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui, qui comparaissent à la prochaine audience. Est-ce un péché? Si on entend les témoins à 2 audiences séparées, la Cour aura péché. Puisque nous ignorons les termes de votre serment. Il fallait nous donner la parole. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Allons poser les témoins qui sont là, on va les identifier. Ceux qui n'ont pas été cités, les services vont les citer. À l'audience de la remise seront entendus. La Cour ne va pas éviter l'audition des témoins. Et se sont entendus. Bon, dernière intervention, la toute dernière. La toute dernière intervention, nous allons procéder à l'identification du témoin. Monsieur. Vous lui donnez le micro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur l'officier du ministère public, merci, Monsieur le greffier. Et donc, les noms Seranef, par exemple, des cas de Seranef, on a cité nommément la personne qui devrait venir et non l'expert. S'agissant de X, Y, Z, on a nommément cité les noms. Monsieur le Premier Président, nous nous inclinons à la discipline de notre serment que vous avez dans vos archives pour dire nous ne sommes pas là pour faire la guerre à la Cour, au contraire, pour obéir. Et on n'obéit que ce qui est conforme à la loi. Et ici, que la Cour accepte
que parmi les gens qu'on a cités, ceux qui sont cités, nommément tels que le ministère public l'avait proposé, tel que la Cour également l'avait proposé, tel que nous l'avions proposé au nom et pour compte de notre témoin, que seuls ces témoins-là puissent défiler. Et que s'il y a encore à réciter les témoins qui sont ici, et si le greffier, vous avez commis l'erreur, au lieu de citer la personne, vous avez préféré la structure. Vous vous adressez au greffier ou bien à la Cour? Non, je m'adresse toujours à la Cour. Et au président du Sénat d'ailleurs. Donc, si le greffier a commis cette petite erreur, qu'il daigne la corriger. Parce qu'elle est fatale. Nous avons besoin de avec le prévenu. C'est plutôt l'entreprise MK Architecture et Ingénierie qui nous a confié le marché pour mener des études des sols. D'accord, merci. Les suivants, on va vous appeler tous. Madame Marie-Paul Moukadi Chimouni. Oui. Madame Marie-Paul, déclinez votre nom, votre adresse. Je m'appelle Marie-Paul Moukadi Chimouni, avec DG5P. Cité tes mains par qui? Par le ministère public. D'accord. Demain, Georges Kochi Kimeya. Georges Kochi Kimeya, secrétaire général au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. On va vous dire quelque chose à la fin du naturel tous les thèmes. Restez encore debout. Oui, demain, Georges Kochi Kimeya. Guiméa. D'accord, allez-y. J'habite Montfleur, commune de Ngaïa. Vous êtes secrétaire général au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Il a été cité demain de qui? C'est public. L'expert du TPR de la République, c'est son nom. C'est qui le nom? Faye. Faye qui? Faye Bonéparte de Longin. Et j'ai aimé qu'à chaque fois vous demandiez qui l'a fait citer. Et nous sommes tous informés que 80% ou 90% des témoins qui ont été effectivement cités à comparaison l'ont été à la demande du ministère public. Ils l'ont été à la demande du ministère public. La défense a déposé une liste de 12 témoins et apparemment, un ou deux seulement ont été atteints. Je ne sais pas si cette discrimination vient de greffier ou c'est faute de temps, parce que certains de nos témoins vivent dans la commune de la Gobie. Premier la seconde. Le procès est radio-télévisé. De sorte que si les témoins ne sont pas tous entendus le même jour, ceux qui viendront après, ils auront suivi à la radio et à la télévision et ils se comporteront conséquemment. Voilà pourquoi, pour une bonne interprétation de la justice, et comme avocat conseil du prévenu, je fais la proposition suivante. Plairait-il à la Cour de cassation de renvoyer la cause à telle date
que les témoins non cités encore le soient, et ceux qui ont déjà été cités auront l'information aujourd'hui qui doit revenir des dates, pour que tout le monde soit entendu le même jour. Il y a beaucoup plus, me semble-t-il, d'espoir, d'objectivité dans leur déposition. Et je pense que ceci, c'est à l'honneur de notre justice. J'ai dit merci. Oui, Monsieur le Président. C'est pour appuyer le point de vue, c'est ce qu'il a dit. Pour compléter. Oui, compléter. La Cour, après avoir identifié les témoins qui ont été atteints, leur a demandé de se retirer, de s'isoler, de s'isoler. De se retirer de la barre, de s'isoler. Pourquoi? Quelle est la ratio legis de cette exigence-là? C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. Parce que s'ils suivent les débats, ils seront influencés par les dépositions de ceux qui comparaissent. C'est ça la ratio legis. Vous avez votre cour a toujours cassé les décisions des juges d'affaires. Quand il y a audition de témoins qui n'auront pas rempli cette formalité, la cour a toujours cassé. Donc maintenant, avec le développement de la technologie, on peut ne pas être dans la salle, on suit les débats à la télévision, même si la télévision ne transmet pas en direct, nous suivons ça à travers les télés. Cette raison, monsieur le de la Cour, que nous demandons à votre Cour d'accorder une remise, comme l'avait si bien expliqué monsieur le premier pour nous. Et ceux qui sont là seront informés de la date de remise, qui leur sera contradictoire, et ils viendront et tout le monde viendra déposer le même jour. Merci, monsieur le Président. Surabondamment. Non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de surabondance. Merci. Vous avez Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Il y a une petite inquiétude de la part du prévenu qui vont être ces conseils. Pourquoi la plupart des témoins cités par le ministère public, ils sont là. C'est avec les faits mis à charge du prévenu. Alors, si on doit citer X ou Y, c'est pour être entendu ici, pour donner des renseignements en rapport avec ce fait-là. L'instruction avait déjà commencé. Nous avons précisé les faits pour lesquels le prévenu est déféré devant votre liste de cours. Alors, si on doit citer toute la ville de Kinshasa, moi je crois que la cour risque de faire fausse route. De la même manière que les avocats du prévenu sont en train de faire des propositions, nous pensons, à notre humble avis, que celui qui cite les témoins doit préciser si quel fait on doit recueillir les renseignements ou les témoignages de celui-là. Sinon, nous risquons de sortir du lien du contrat judiciaire et aborder des questions qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels les prévenus et les faits devant votre liste. Nous avons divisé. la Cour va se entendre.
aujourd'hui, nous allons entendre des experts et poursuivre les discussions de la cause. S'agissant des points de CNRF, vous allez exiger la présence de secrétaires qui sont là. Nous avons la correspondance qui fait qu'il ne puisse pas venir témoigner sur les faits qu'il a lui-même initiés. Il y a la loi, c'est la loi. On vous fait dire, vous n'avez pas de réaction à faire là-dessus. On force la loi, nous inclinons tous. Et vous et moi. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers. La Cour donne lecture de la CNRF, tous à Kinshasa, Gombe, à monsieur le premier président de la Cour de cassation. Objet citation à témoin sous RMP 22/CR, sous RP plutôt 22/CR, accusé de réception. Monsieur le Premier Président, j'accuse bonne réception de la citation à témoin, référencée RP 22/CR du 31 juillet 2025, donnée à la CNRF par monsieur Wemi Kawati, greffier à la Cour de cassation, au fin de comparaître par devant la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier revers. Au lieu la défense, suivez la lecture. Quand la Cour donne lecture de la lettre, vous êtes concentré à quelque chose que vous avez demandé de faire des interventions compliquées. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Au fin de comparaître devant la Cour de cassation, il siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu ordinaire de ces audiences publiques, si au bâtiment de la Cour de cassation à 9h30 du matin, le 4 août 2025, dans la cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tungunga. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la Haute Cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle dans les cadres de ses missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la CNRF ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma très haute considération. Le secrétaire exécutif qui sous la Betika Yeye Adler, premier avocat général près la Cour de cassation. Merci, monsieur. Ça n'appelle pas de commentaires. Ça n'appelle pas de commentaires. La Cour a décidé, ça n'appelle pas de commentaires. Faites venir les témoins, service de sécurité. Tous les témoins peuvent venir, on va leur demander leur comité la date de remise pour qu'ils soient entendus le même jour avec les témoins, les autres témoins de la défense. Il ne comprend pas. Quelqu'un que vous avez cité comme témoin, il vous dit, au regard
regarde des textes de loi, je ne peux pas demander si les textes, ainsi de suite. Vous allez... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. S'il vous plaît, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur quoi que vous voulez intervenir? Bon, alors la parole à M. Gonsa Matambali. Vous avez besoin d'éclairage sur le compte là, du ministère de la Justice. Je vous avais dit que j'ai eu plusieurs réunions avec Adler Kissoula, monsieur Adler Kissoula. Vous avez besoin d'éclairage, qu'il vienne ici et que des révélations graves soient faites par devers votre haute cour. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, on veut compléter les clients. Non, quoi? Oui, on veut compléter les clients. On veut compléter les clients. Allez. On veut compléter les clients. Prévenu Moutamba. Prévenu Moutamba, à la suite de votre révélation tout à l'heure, la Cour veut savoir en quelle qualité M. Kissoula avait des réunions avec vous. Est-ce induite aux personnes ou bien en une qualité quelconque? Moi, je ne suis pas son avocat. Non, la Cour, attendez. Il vous a été plusieurs fois rappelé que quand des questions vous sont posées, vous répondez aux questions. Evni Moutamba. Vous avez insisté, et vous-même, et vos avocats, à la suite de la lecture donnée. La lecture ayant été faite, M. Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la CNRF, fait état de ce que, au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre, lui, comme secrétaire exécutif, et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. On prend acte de cette réponse. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi alors? On pose la question. C'est quoi ce que vous faites? À ces réunions-là, non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée par la Cour. S'il vous plaît. D'accord, merci. Complémentaire. Nous avons demandé de faire Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire venir les témoins. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient. Monsieur le Président. Tous les témoins venaient, sauf... Tous les témoins venaient. Monsieur le Président. Tous les témoins qui étaient identifiés. Monsieur le Président. Excepté les deux experts. Silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Silence. Je vous en supplie, silence dans la salle.
Nous allons nous adresser aux témoins. Nous allons suivre l'audition des experts, 2 experts. Monsieur le Président. De l'ITPR et de l'ARMP. Vous, les témoins, vous les retenez déjà. Vous serez entendus le mercredi. Au même titre que les autres témoins du prévenu Moutamba. Mercredi, le 6 août, à 10 h. N'attendez pas de citation à prévenir. Monsieur le Président. Donc revenez à cette date-là. Nous allons entendre tous les témoins le même jour. Pour aujourd'hui, nous suivons l'audition de l'expert de l'ARMP et de l'expert des ITPR. Monsieur le Président. Merci, vous pouvez vaquer à vos occupations. Venez ce jour-là, il ne faut pas manquer. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Tenir la loi, nous sommes tenus à la loi, le ministère public est tenu à la loi. Nous tous, nous sommes soumis à la loi. Faisons les choses proprement. Vous renvoyez la cause à mercredi. Non, à mercredi. C'est-à-dire, on sera buté à la même difficulté que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on a intérêt à ne pas bien faire les choses? Je demande à ce que, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Nous demandons que la Cour prenne son temps de renvoyer la cause, de faire des choses régulièrement. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Le ministère public est là pour nous. Nous n'allons pas nous soustraire. Faisons des choses de manière à ce que... On l'a dit ici. C'est un procès qui est suivi. Je l'ai suivi. S'il vous plaît, avec votre autorisation, que le bâtonnier Condé, bâtonnier... Les témoins n'ont pas de délai. Pardon? Les témoins n'ont pas de délai. Voilà, vous l'avez évoqué, s'il vous plaît. Les témoins n'ont pas de délai. Il n'a pas de délai. On peut les citer aujourd'hui, comparer le même jour. Voilà la difficulté qu'on a eue aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a un délai raisonnable. On ne dit pas qu'il n'a pas de délai, il a un délai, il n'a pas de délai. Mais attention, voilà la difficulté. Le greffier ici à 2 mètres, il ne s'est pas atteint, mais il a atteint des gens qui sont à 2000 km. C'est un non-sens. Non, on n'entend pas, on ne fait pas de procès de détention vis-à-vis du ministère public. Mais on a constaté 90% des témoins cités par le ministère public sont là. 82% des témoins cités par le prévenu sont là. Ça ne s'explique pas. Vous avez intérêt à nous sécuriser. Votre rôle, c'est de nous sécuriser. Ce n'est pas de nous insécuriser. Je crois que je l'ai dit. Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît, à titre complémentaire et de manière constructive, si j'ai la parole. Vous avez commencé à parler, qui vous avez la parole? Il est en train de la solliciter. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le tout dernier. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tellement nombreux, si nous allons mettre la portée à tout le monde, on va dormir ici. Merci. Le tout dernier à intervenir sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Honoré et distingué membre de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, président, j'interviens par rapport à la lettre dont vous venez de donner lecture. Une disposition légale qui est épinglée. L'on dit que ces personnalités-là ne peuvent pas comparaître en audience publique. Je propose à l'office de cour de décréter le huis clos le jour où il lui plaira de faire venir ce témoin qui a une délicatesse de fonction. Le huis clos pourra être ordonné. Je dis voilà. La Cour va apprécier. Non, c'était le dernier intervenir. Monsieur l'expert de l'autorité de régulation. Une question? C'est une question ou une observation? Nous perdons le temps parce qu'il y a un complot déjà monté contre quelqu'un. Non, je crois que le prévenu doit retirer ce terme. Sinon, alors que le greffier puisse acter que le prévenu déclare qu'il y a déjà un complot monté contre lui.
S'il vous plaît, évitons les réactions compliquées. Je n'aime pas les qualifier. L'expert, vous avez la parole. Nous sommes en matière de contrat de passation des marchés publics de gré à gré. Voulez-vous nous décrire la procédure? Ok, merci beaucoup. Pour cela, je vais prendre les dispositions de la loi relative au marché public, la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Je prendrai les dispositions des articles 41, 42 et 43 de cette loi. L'article 41 de la loi relative au marché public dispose ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle de marché public. La demande d'autorisation de recourir à cette procédure décrit les motifs la justifiant. Article 42. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Point 2. Lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Point 3. Dans le cas d'extrêmes urgences, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Point 4. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Point 5. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. Je finis avec la disposition de l'article 43 avant d'expliquer. Les marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires des services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifique durant l'exécution de prestations. Il indique notamment les obligations comptables auxquelles l'attributaire est soumis. Évidemment, le principe est tel que pour passer un marché public, il faut le passer par appel d'offres. L'appel d'offres a toutes ses variantes. À part l'appel d'offres, ça veut dire là quand on atteint le seuil, parce que le seuil de passation, je vais commencer par l'excusez-moi, le seuil de passation de marché public est régi comme ceci. À partir de, avec l'actuel arrêté du ministre du budget, je peux me tromper, je crois que l'appel d'offres commence à partir de 200 millions de francs congolais. Lorsque le montant estimatif du marché a atteint 200 millions et un peu plus, on passe le marché par appel d'offres. C'est ça le principe. Lorsque le montant du marché est en dessous de 200 millions, on procède à ce qu'on appelle la demande de cotation ou la consultation de fournisseurs qui consiste dans une comparaison de factures pro forma. Alors, le marché de gré à gré est une exception à ce principe. L'exemple qui est donné à l'article 42, quand vous prenez le point 1, c'est le cas où vous avez par exemple, admettons, on va dire, nous sommes la DGDA, nous avons de véhicules de type Toyota Land Cruiser type missionnaire. Et qu'on a au moins 20 de nos véhicules qui connaissent des problèmes de moteur. On ne va pas mettre dans ces véhicules-là des moteurs d'autres types. On ne peut remettre que des moteurs du type adapté au véhicule. Raison pour laquelle on parle du brevet d'invention et des licences, ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur. Alors le point 2, on vous dit, on peut recourir au marché de gré à gré lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire pour des raisons techniques ou artistiques. Je vais donner un autre exemple de ce côté-là. On prend par exemple le jardin de la primature, où il y a des bustes de chaque premier ministre qui sont passés au niveau de la primature, et nous savons tous que celui qui l'avait, qui a érigé ce buste-là, c'est le feu Liolo.
Donc au jour d'aujourd'hui, s'il était vivant, pour des raisons artistiques, on peut dire que ce soit encore lui qui le fasse pour ceux qui sont en train de venir après. Troisième exemple, dans le cas d'extrême urgence, pour le travaux fourniture, l'autorité compétente fait une place de l'entrepreneur fournisseur ou titulaire défaillant. C'est connu dans notre droit qu'un entrepreneur défaillant qui est en faillite ne peut pas exécuter le marché parce qu'il est en faillite. Puisque pour exécuter le marché public, le plus important, c'est que l'entrepreneur doit dire, déjà quand il présente son offre, il dira qu'il dispose d'un chiffre d'affaires. Puisqu'il dispose d'un chiffre d'affaires, donc il doit d'abord, parce que le principe c'est que lui doit d'abord exécuter et ensuite on le paye. C'est ça le principe. Évidemment, l'exception c'est qu'il peut avoir 4 ou 5 ou 10 marchés déjà en train d'exécuter et qu'il n'a pas de liquidité, dans lequel cas, il peut solliciter une avance de démarrage. Je vais expliquer ça si vous me posez la question là-dessus. Alors, lorsque un titulaire de marché qui exécutait déjà un marché a été déclaré titulaire défaillant par la faillite, des confitures, tout ce qu'on veut, et bien dans lequel cas, l'on peut conclure un marché de gré à gré pour continuer l'exécution de ce marché qui revêt un caractère d'extrême urgence. Et le quatrième point, c'est le cas d'urgence impérieuse. Exemple simple, un ravin. On se réveille un beau matin, il y a un ravin qui s'est annoncé et qui commence déjà à détruire de maisons. On ne va pas attendre qu'on fasse la procédure de passation de marché public, parce que pour vous dire vrai, une procédure de passation de marché public normale va de 90 à 180 jours, rien que pour la passation de marché. C'est de 90 à 180 jours. Donc vous comprendrez que 90 jours, ça veut dire 3 mois à 6 mois. Pour une procédure normale, rien que la procédure de passation, là je ne parle pas de l'exécution. Donc, dans lequel cas, lorsqu'il y a un ravin qui s'annonce, on ne va pas faire 3 mois de procédure, alors qu'il y aura des maisons qui seront en train d'être englouties par le ravin. Raison pour laquelle il est prévu qu'on puisse recourir également au marché de gré à gré, et on évoquera dans ce cas-là l'urgence. Alors, cinquième point, c'est lorsqu'il s'agit de marchés spéciaux. Le marché spéciaux, c'est tout le marché qui touche, je vais dire, à la défense nationale, à la sécurité intérieure. Exemple simple, on voudrait acheter des armes pour la guerre. Donc, dans lequel cas, on est en guerre, si on doit acheter des armes, on ne va pas recourir à la procédure de passation de marché public. C'est vrai que quand vous lisez la disposition qui concerne le marché spéciaux, on vous dit qu'il faudrait que le Premier ministre puisse prendre un décret qui va fixer la procédure en rapport avec le marché spéciaux. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut répondre pour passer le marché de gré à gré. Prioritairement, d'abord, il faudrait préparer un DAO, un dossier d'appel d'offres. J'en ai ramené un. J'avais un modèle de DAO travaux. Donc, il faut préparer d'abord un DAO en premier lieu. Et dans ce DAO, il faut spécifier, donner on appelle ça comment, les spécifications techniques ou les prescriptions techniques des travaux qui doivent être exécutés. Alors, pour arriver à faire cela, préalablement, il faut lancer d'abord un marché des prestations intellectuelles pour recruter soit un consultant, soit un bureau d'études qui va définir les prescriptions techniques, les spécifications techniques du marché que vous voulez passer. Une fois que on a défini ces spécifications techniques, vous venez, vous le mettez dans votre DAO travaux. Mais si vous avez un expert qui le fait déjà à l'interne, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des cellules, comme par exemple les cellules des infrastructures. S'ils ont des experts à leur niveau, ils peuvent déjà préparer leurs spécifications techniques. Ce n'est pas interdit aussi. Alors, dès que vous préparez cela, vous le mettez dans votre DAO. Vous définissez les conditions sur lesquelles les entrepreneurs devront concourir au marché. Ces conditions sont connues. Il y a des conditions d'ordre juridique. Les conditions d'ordre juridique sont liées à l'existence du marché, plutôt à l'existence de l'entreprise. Combien d'années d'existence, sa constitution, ses statuts, tout ce que vous voulez. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre... Oui. Vous êtes allé très vite. Ah, ok, d'accord. Vous dites qu'il faut au départ un DAO. Il faut un DAO. Bon. Le greffier retient quoi? DAO, c'est quoi? Dossier d'appel d'offres. D'accord. Il faut un dossier d'appel d'offres. Et après, il faut quoi? À part le dossier d'appel d'offres, dans le dossier d'appel d'offres, on va définir les prescriptions techniques ou les spécifications techniques. Qu'il s'agisse d'une construction ou d'une réhabilitation, il faut que les spécifications techniques et les prescriptions techniques soient définies. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement et comment le faire? Dès que c'est défini,
Ensuite, au regard de la loi du décret 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics, on exige pour passer un marché de gré à gré qu'il y ait une discussion préalable. Une discussion préalable, c'est une discussion qui permet de... On va faire une petite... on va appeler ça comment là comment est-ce que je vais appeler ça? C'est-à-dire visiter chaque entreprise qui dispose de cette capacité-là, les écouter, les entendre et voir si vous allez retenir lequel. C'est une décision préalable qui doit être couverte par un PV. Qui doit être couverte par un PV. Et une fois que vous avez l'entreprise que vous voulez, c'est-à-dire une entreprise qui répond aux conditions du marché. J'étais en train d'énumérer les conditions du marché. Existence juridique. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre financier. C'est-à-dire, dans les conditions d'ordre, il y a des conditions d'ordre financier, il y a des conditions d'ordre technique, la capacité à exécuter le marché. Et le quatrième, c'est quoi encore? Conditions d'ordre juridique. Et des marchés publics, de l'autorité contractante qui désire passer son marché. C'est là qu'il faut regarder. Est-ce que nous répondons, est-ce que l'entreprise que nous voulons recruter, ils vont dire, pardon, l'entreprise que nous voulons recruter doit répondre à telle condition. Ils fixent les conditions du marché. Et ce n'est que lorsque ils auront fait leur discussion préalable avec le DAO qu'ils vont maintenant solliciter l'autorisation spéciale de l'organe qui s'occupe du contrôle a priori. Au niveau central, c'est la Direction générale du contrôle du marché public. J'ai vu son DG, j'étais là. Donc, on va solliciter à travers une requête, en spécifiant, en se basant sur l'une des conditions énumérées à l'article 42. Parce que pour passer un marché de gré à gré, il faut répondre à l'une des conditions édictées à l'article 42 de la loi relative au marché public. Il faut répondre à l'une des conditions. Pas toutes les conditions, mais une des conditions. Et lorsqu'on introduit sa demande auprès de la Direction générale du contrôle du marché public, et si la DSMP estime que les raisons poussées, et puis il faut préciser, c'est que dans cette requête, on doit dire avec quelle entreprise on voudrait conclure ce contrat de gré à gré. Et la DGCMP va voir si vous répondez à l'une des conditions de l'article 42, et bien, il vous accorde ce qu'on appelle l'autorisation spéciale de passer le marché de gré à gré. Alors, quand vous avez l'autorisation spéciale de passer le marché de gré à gré, vous préparez le projet de contrat. C'est un modèle type édicté par l'AMB, on appelle ça document standard, il y a un modèle de contrat. Même dans le DAO que j'ai ramené, vous verrez qu'il y a... Non, pour le gré à gré, jusque-là, non, pour le gré à gré, excusez-moi. Pour le gré à gré jusque-là, s'il vous plaît, pour le gré à gré jusque-là, nous n'avons pas encore édicté un modèle de contrat. Mais ce qui est exigé dans le décret 23/12, c'est que nous, la RMP, nous devons préparer un modèle de contrat de gré à gré. Parce que le modèle de contrat, au regard de la loi de 2010, le manuel de procédure, l'ancien manuel de procédure, c'est qu'on demandait à ce que le contrat de gré à gré soit fait sous la forme libre. Mais aujourd'hui, nous avons fait de cela une exigence, et c'est repris dans le manuel, je vais vous donner la disposition si vous le voulez tout à l'heure. Donc, il faut préparer un projet de contrat, et ce projet de contrat est également soumis au contrôle de la Direction générale du contrôle du marché public. Et là, cette fois-là, la Direction générale du contrôle du marché public va donner ce qu'on appelle l'avis des non-objections sur le projet du contrat. Après l'avis de non-objection sur le projet du contrat, l'étape qui s'ensuit, 100 millions de francs congolais, nous sommes dans le seuil d'appel d'offres international. C'est ce que je suis en train de dire. Mais non, ça n'empêche pas, c'est ce que je suis en train de dire, ça n'empêche pas. Je vous ai dit, il y a la procédure voulue par la loi, et à côté de cette procédure voulue par la loi, il y a l'exception. Ce n'est pas interdit, même quand on atteint un seuil d'appel d'offres international, il n'est pas interdit de passer un marché de gré à gré. Je vais donner un exemple. Prenons le cas d'un ravin.
qui s'annonce. Le ravin, pour pouvoir lutter contre ce ravin, on peut être dans le site d'appel d'offres international. Il n'est pas interdit, mais il faut respecter les dispositions des articles 42 qui énumèrent les conditions. Voilà. Parce que ce que j'allais aussi dire, c'est que la discussion générale consistera à regarder quoi? L'existence juridique. Parmi les exigences financières, il y a quoi? On va parler du fisc. Est-ce qu'on est en règle avec le fisc? Est-ce qu'on est en règle avec les cotisations sociales? Avec l'INPP? L'approbation valide de marché lui confère le caractère définitif, exécutoire et exigible. J'explique. Pour que le contrat, l'autorité approbatrice, qu'on considère une approbation tacite, parce que je suis aussi auditeur en marché public. Je suis aussi auditeur en marché public. Pour que l'on constate l'approbation tacite, l'acte générateur, c'est la requête. Donc, la partie autorité contractante doit d'abord introduire une requête auprès de l'autorité approbatrice en joignant l'ensemble de pièces que la loi lui oblige de joindre. Et le 2 jours va être compté à dater de l'accusé de réception du service de l'autorité approbatrice. Et là, nous comptabilisons 10 jours. Si ça nous fait 10 jours, ok, l'approbation est tacite. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'est pas important que l'on s'interroge à ce moment-là sur le fait qu'il aurait introduit, oui ou non, les pièces qui vont avec. Seul l'accusé de réception suppose que toutes les pièces ont été jointes. C'est ça. C'est ça la logique de la loi. Et même nous, en tant qu'auditeurs, quand nous faisons l'audit, c'est ce que nous regardons. Tu dis approbation tacite, ok, nous sommes d'accord. Où est l'acte, la requête que vous avez introduit auprès de l'autorité approbatrice? Quand on montre la requête, on calcule les jours. Oui. Parce qu'il se pose un problème. Il se pose un problème au niveau des paiements de ce type de marché. Je vais expliquer une chose, si vous me donnez un peu de temps. Les marchés qui sont payés sur fonds propres, qu'on dit par accident fonds propres, ça veut dire des structures qui génèrent eux-mêmes des ressources et qui payent eux-mêmes leur marché. Ces marchés-là ne posent jamais beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on introduit la requête, si 10 jours passent, on fait quoi? Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est l'enregistrement du contrat. À part l'enregistrement du contrat, notification du marché, constitution de la garantie de bonne exécution, on vous donne l'ordre de commencer, vous commencez. On ne pose aucun problème. Mais pour les marchés qui sont payés au niveau du trésor public, généralement ça pose un énorme problème. Parce que les personnels, ou plutôt on va dire, le fonctionnaire dédié au niveau du ministère du budget, lorsqu'il ne voit pas l'acte d'approbation, il laisse passer aucun marché. Il vous renvoie auprès de l'autorité approbatrice. Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Nous, au niveau de la RNP, nous sommes en train de vouloir faire un lobbying, ou peut-être une formation, une sensibilisation auprès des fonctionnaires qui sont au niveau du ministère du budget pour qu'ils comprennent qu'effectivement l'approbation tacite existe. Bon, maintenant, vous me dites que les 10 jours sont passés. Ce n'est pas après quel timing, l'autorité approbatrice revient pour dire vous devez transférer à l'intéressé. Comment va-t-on faire pour le nous retirer cette obligation-là? Donc ça peut passer, sans problème.
question. Oui. Question de la Cour à l'expert. Nous sommes toujours dans le cadre du délai. Vous avez montré à la connaissance de la Cour que conformément à la loi, et passé les 10 jours sans réaction, l'autorisation est tacite. Puis d'abord, est-ce que cette autorisation tacite doit être nécessairement suivie d'une notification au titulaire du marché ou sans ou avec autorisation, le titulaire du marché peut commencer directement? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ce que je viens de dire, je le tire de l'article 20 alinéa du décret 23/12 du 3 mars 2023. On parle de 10 jours. Il passait le délai de 10 jours, l'approbation devient tacite. Maintenant, c'est la suite de la procédure. Ce que j'ai envie d'expliquer, c'était la suite de la procédure. Parce que dès lors qu'on constate qu'il y a approbation tacite, qu'est-ce qui se passe? On amène le contrat à l'ARP. Il y a approbation ou approbation, donc approbation tacite. On amène le contrat à l'autorité de régulation du marché public pour que nous puissions l'enregistrer. Et en l'enregistrant, les titulaires du marché payent la redevance de régulation qui est à 0,5% pour le marché public. Paye la redevance de régulation, on lui délivre ce qu'on appelle l'attestation de paiement de la redevance. Dès qu'il a l'attestation de paiement de la redevance, c'est cette attestation qui va amener l'autorité contractante à préparer les notifications. Il prépare sa notification et il notifie les titulaires du marché. Et si la notification n'est pas intervenue? Justement, c'est ce que je dis, c'est ce que la loi dit. Parce dit. que vous avez dit, oui. Pour l'approbation tacite ou express, le dossier revient à l'ARP, qui va examiner, qui va commencer par enregistrer le contrat. Sera suivi la notification au titulaire, parce que jusqu'à l'état tributaire, il était prestataire, il ne devient titulaire que lorsqu'il y a eu cette approbation. On enregistre le contrat, disons l'ARP enregistre le contrat, et il doit notifier nécessairement au titulaire du marché. C'est une condition sans laquelle le marché, l'exécution doit être faite plutôt, où c'est vraiment une liberté accordée au titulaire du marché. Je n'ai pas bien compris. Je dis ceci, la Cour dit ceci plutôt. Après approbation tacite ou express, le contrat est transmis à l'ARP. Cette dernière va enregistrer le dit contrat et commencer les notifications au titulaire du marché. Est-ce avec ou sans notification, le titulaire du marché peut exécuter le marché? Non. Il faut qu'il y ait une notification. Il faut qu'on lui notifie le marché. Sinon, il est titulaire comment? Y a-t-il un délai? C'est ce que je suis en train de chercher. Dans la chronologie des tâches. Donnez-moi 2 minutes. Je sais que le délai pour la notification est entre 2 et 3 jours. Après qu'on ait enregistré le contrat. C'est ce que je suis en train de chercher. La disposition qui se rapporte à cela. Voilà. Voilà, je vous prends l'article 141. De quel texte? Du décret 23/12, portant manuel de procédure de la loi relative au marché public. On vous dit ceci. À compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire, la personne responsable de marché public observe un délai d'attente de 5 jours ouvrables. Par la suite, il accomplit les tâches suivantes: mise au point éventuelle du marché, demande et obtention de non-objection sur le projet du contrat selon le seuil à la Direction générale du contrôle de marché public, la signature du marché, la transmission du dossier de marché à l'autorité approbatrice compétente pour signature conformément à l'article 15 alinéa 1er de la loi relative au marché public et au décret fixant les modalités d'approbation du marché public. Après ça, l'accomplissement des formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. C'est là que je vous avais dit que j'avais une difficulté.
Parce que si l'approbation est faite express ou tacite, l'enregistrement du contrat à l'ARMP n'est fait que sur un contrat, un marché approuvé. Donc on suppose, je le dis comme ça, je sais que le droit ne suppose pas, je le dis comme ça, c'est que quand l'approbation est express ou tacite, au moment où le contrat arrive à l'ARMP, on a déjà passé l'étape de l'approbation. Pourquoi on le fait ainsi? Parce que on a déjà dépassé quelle étape? L'étape de l'approbation. Oui. Parce que, que ce soit express ou tacite, on a déjà dépassé cette étape-là, puisqu'on vous dit l'accomplissement de formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. Or, l'article 22 nous dit qu'il y a une approbation express et tacite. C'est comme ça que je dis, à partir de cet instant-là, on ne peut plus revenir sur les actes d'approbation, puisque le marché est déjà approuvé. C'est bon. Toujours dans ce chapitre-là, est-ce qu'un contrat non enregistré à l'ARMP peut être exécuté? C'est le cas que nous constatons. Ça, fort malheureusement, je dois vous dire, c'est le cas que nous constatons et c'est toute la lutte que nous avons, nous, au niveau de l'autorité de régulation du marché public, parce que nous avons remarqué que la plupart d'autorités contractantes, je ne sais pas si c'est en méconnaissance de la loi ou si c'est par excès de pouvoir, ne prennent pas la peine de faire enregistrer le contrat à la fin. Et quelle en est la conséquence? Bon, la conséquence, elle est purement administrative. Hein. Elle est purement administrative, ça ne donne lieu à aucune sanction, si ce n'est peut-être que pour nous, de retrouver ces contrats-là, de les enregistrer et d'envoyer nos notes de débit pour paiement. Mais aucune conséquence que je suis la Cour est à l'article 42 de la loi relative au marché public, l'article 42, qui pose 5 conditions pour la passation de marché de gré à gré. La Cour voudrait savoir si ces 5 conditions sont limitatives ou extensives. Limitative. Limitative. Donc il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. On n'en ajoute pas une sixième. Limitative, et j'insiste là-dessus. D'accord. Ça veut dire qu'il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. L'une de ces 5 conditions suffit. Et si nous étions dans le domaine du PPP, je vous dirais qu'il n'y en a que 2. Pour le marché public, il y en a 5. Pour le PPP, il n'y a que 2 conditions. Et c'est limitative. S'il y a une 6e condition qui a été évoquée, là c'est une violation flagrante de la loi. Dans la passation de marché de gré à gré, qui choisit l'entreprise contractante? C'est ce que je vous ai dit. Est-ce la personne responsable de marché, la PRM, ou c'est l'ARMP? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une base de données, même s'il s'agit des marchés de gré à gré, l'ARMP ou la DGCMP selon le cas, quand il s'agit d'un contrôle a priori, dans le cas de la DGCMP, qui dispose de la base de données, quand bien même il s'agit de marchés de gré à gré. Qui choisit l'attributeur? Qui choisit le co-contractant? Est-ce la personne responsable du marché ou c'est à partir de la base de données dont dispose l'ARMP? Ok, merci beaucoup. Et c'est aussi lieu pour moi de rappeler un certain nombre de choses. La passation de marché public au regard du décret 10/32 du 28 décembre 2010, en ces dispositions comprises aux articles 1er et 2e, il est mis en place au sein de toute autorité contractante. Et bien au sein de toute autorité contractante, l'ARMP veille des cellules de gestion de projets et des marchés publics. Ce sont les seuls organes compétents à passer le marché. En dehors d'eux, aucune autre structure ne peut passer le marché. C'est dire autrement que la PRM, elle est effectivement personne responsable de marché, ça veut dire le responsable de la cellule. Mais au sein de la cellule, vous avez ce qu'on appelle le secrétariat permanent. À la tête, vous avez un secrétaire permanent
qui gère au quotidien tout ce que doit être fait au niveau de la cellule, sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier. Alors, la base de données dont vous évoquez doit se retrouver au niveau de la CGPMP. Chaque ministère, chaque établissement public, chaque société commerciale dans notre pays doit disposer d'une cellule de gestion de projets et des marchés publics. C'est la seule organe attitré pour faire ce travail. Donc la base de données doit se retrouver là-bas. L'ARMP ne constituera pas une base de données pour une autorité. S'il vous plaît, M. Christian, juste à l'intention du greffier. Oui, parce que les abréviations là, peut-être que la Cour sait de quoi il s'agit, mais il faudra que l'on sache aussi, parce que quand vous parlez de PRM, vous parlez de la CGPM, la Cour comprend de quoi il est question. Il faudra préciser et donner en quelque sorte aussi des explications par rapport à la PRM. D'accord. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. La CGPMP... Mais PRM, c'est quoi? Oui, je suis en train de dire. PRM, ça veut dire personne responsable de marché. Et j'explique c'est quoi une personne responsable de marché. C'est le représentant de l'autorité contractante. Exemple. Exemple, on va prendre l'ARMP. Nous avons un directeur général à la tête de l'ARMP, Maître Claude Kaï. Il est PRM de l'autorité